J'ai mis moi aussi un titre bouchon qui était La littérature au plateau. C'est ambitieux, c'est irréalisable, c'était faute de mieux. Je pensais au plateau du théâtre et au plateau de l'Odéon en particulier. Donc je vais essayer de particulariser le sujet. Pour cela, je me présente brièvement. Je travaille à l'Odéon depuis 1996, donc depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Je présume que c'est pour ça que j'ai eu l'honneur d'être invité, parce que l'Odéon, naguère le Théâtre de France, on vient de le rappeler, a une très forte tradition de programmation de lecture et de lecture sous toutes leurs formes. Alors, je me suis dit que l'invitation serait peut-être une occasion de faire une sorte de florilège de très belles archives dont nous disposons, mais s'il y a, et je crois qu'il y en a des chercheurs parmi vous, je leur laisserai le soin d'y fouiller parce que nous enregistrons toutes nos lectures. Et Juliette Caron, notre documentaliste, m'a chargé de vous dire que vous êtes les bienvenus pour faire toutes les demandes de documents que vous pourriez souhaiter. Par ailleurs, je me suis dit qu'on aurait peut-être mieux fait pour ce colloque d'inviter une autre personne, Marilène Boulan, dont je vais reparler, qui est une grande organisatrice de lecture, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis 20 ans. Mais bon, c'est moi qui étais invité. Et je me suis dit que cette invitation était peut-être une façon de me contraindre à essayer de préciser un tout petit peu ce que je sais d'expérience sur la question de la lecture à haute voix, à la fois comme participant, collaborateur à certains programmes de lecture à haute voix au théâtre, et comme parfois concepteur et adaptateur. Donc je suis heureux que Terre de Parole me permette de mettre un peu d'ordre dans ces très vagues idées. Vous le verrez, c'est quand même un peu confus. Mais donc je vais réaliser devant vous une sorte d'auto-interview. Cette auto-interview va suivre quand même un pauvre fil directeur. Qu'est-ce que je peux dire de la pratique de la lecture à haute voix devant un public, à la fois en général et dans le cas particulier de l'Odéon? Pour répondre, je vais détailler la question en m'aidant d'un vieux vers latin mnémotechnique, que je n'ai pas besoin de lire pour le coup. Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. Un hexamètre très utile. À savoir qui, quand, où, par quels moyens, pourquoi, de quelle façon et quand est-ce qu'on pratique la lecture à haute voix, dans mon expérience. Mais je le ferai dans un autre ordre. Je vais commencer par les moyens et je finirai par la question peut-être principale, qui lit Alors, commençons par les moyens. Alors, je me pose la question, quibus auxiliis, par quels moyens lit-on à haute voix? Quels sont les accessoires? Y en a-t-il? L'expérience enseigne immédiatement. C'est une porte ouverte, donc c'est pour ça que j'ai passé la question d'abord, je l'enfonce. Il est un accessoire indispensable à la lecture à haute voix, c'est évidemment le texte matériellement présent que l'on lit. C'est idiot, effectivement, mais si le texte n'est pas là, si le texte n'est pas visible, on est déjà dans un autre type de performance. On n'est plus dans une lecture. On est dans la récitation, dans la déclamation, on est dans le jeu, on est dans la conférence improvisée, on est dans la performance proprement dite, la harangue, etc. Pour qu'il y ait lecture, il faut qu'il y ait tout de même bien visible et explicite le rapport à une lettre que l'on suit, comme on dit, à la lettre. Voilà pour les moyens. Mais alors pourquoi court. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce rapport visible à un texte? Peut-être parce que la lecture peut aussi bien rethéâtraliser un texte non théâtral que déthéâtraliser un texte théâtral. Du seul fait que le texte résonne dans un espace en étant plus ou moins adressé, le dispositif permet des déplacements génériques, des interférences. Avoir un texte à la main, c'est déjà situer ce texte, de le placer dans une situation, dans un espace comme celui-ci, dans un temps qui est celui que nous partageons. C'est une façon de singulariser le texte par la relation que le lecteur entretient avec lui. Une lecture prend un texte, c'est-à-dire, faute de meilleure définition, un ensemble flou, indéfini de généralités, au pluriel, et la lecture en fait ou en refait un événement, quelque chose d'à la fois incomplet et mémorable. Le texte, lui, est complet, entre guillemets, au sens où, toujours entre guillemets, tout est là, tout y est.
Mais cette totalité du textuel est celle d'un ensemble non dénombrable. Et la lecture, dans cet ensemble non dénombrable, propose par singularisation, par coupe, pour les mathématiciens au sens de Dedekind, elle propose une coupe, un prélèvement, une singularisation, une version partielle. Bien sûr, toute lecture est une version, elle est donc partielle. Mais dans la lecture pour soi, la lecture silencieuse, c'est un point que l'on a tendance à oublier. La langue nous donne ici un indice, la langue française. On est plongé dans la lecture d'un roman. On n'est jamais plongé dans une lecture d'un roman, ni dans sa lecture d'un roman. C'est toujours dans la lecture que l'on se croit plongé, comme si cette activité ne pouvait se réaliser que selon une seule voie, orthographiez-le comme vous voudrez. Mais la lecture à haute voix, c'est d'abord donc tout simplement une excellente façon de signifier explicitement cette non-totalité de la lecture, cette partialité qui se détache sur l'arrière-fond du texte inépuisable. Voilà peut-être pourquoi l'on lit à haute voix. Alors que lit-on à haute voix ? À l'Odéon, l'expérience m'a appris que l'on peut lire à peu près tout, des textes de tous ordres, pas seulement des textes théâtraux, des fictions, des non-fictions, des autofictions et dans tous les genres, du poétique au documentaire. On peut lire des textes d'un seul auteur ou de plusieurs, on peut lire des textes pirates. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? La lecture, c'est aussi une contrebande. Ça peut être une contrebande. J'ai en tête comme bel exemple la transcription d'une séance du séminaire de Jacques Lacan, pas dans la version réécrite par Jacques-Alain Miller, mais dans la version effectivement prononcée par Jacques Lacan, qui a été une lecture extraordinaire, un très très grand moment au Petit Odéon, aujourd'hui appelé Salon Roger Blin. Je ne nomme pas le lecteur pour ne pas lui susciter d'ennuis juridiques, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais c'était une formidable lecture. Et la lecture a pour plaisir peut-être aussi cela, le fait qu'une lecture soit unique, qu'elle ne laisse en principe pas de trace, qu'elle puisse être ni vue ni connue, juste entendue à la limite de l'illégalité. Je ne voudrais pas pour autant pousser au crime, d'autant plus que là, je suis en train de laisser une trace bien malgré moi. On peut lire des textes coupés, on peut lire des textes intégraux. Là, j'ai comme exemple Don Quichotte au banquet du livre, à la Grâce, en 1998, une lecture de 24 heures, répartie en 24 comédiens, qui se sont passés le texte comme un relais. Il y avait là notamment, je m'en souviens, Philippe Maurier-Genoux, un formidable lecteur au demeurant. C'était à la Grâce. Je commence déjà à répondre à la question où peut-on lire ? Eh bien, de même qu'on peut tout lire, on peut lire partout. En droit, on peut lire n'importe où. C'est une des magies de la lecture. On peut lire dans un théâtre, dans une classe, dans un comité d'entreprise, dans la rue, à Paris, dans le village de la Grâce, ici, au Festival Terre de Parole, et au théâtre, comme à l'Odéon. Mais pourquoi au théâtre, au fond ? Parce que la lecture permet de rendre le théâtre, je crois, à sa vocation possible de forum ou d'agora. Chez les Grecs, le théâtre était à ciel ouvert. La lecture est une façon de retrouver cette ouverture par la légèreté, cette possibilité de susciter la rencontre comme simple rendez-vous hors préparatif et sans cérémonie, comme on rencontre quelqu'un sur la place du marché et qu'on se met à lui parler. Bref, la lecture s'accommode très bien du hors-programme. Ce qui est programmé, écrit à l'avance, c'est le texte, pas la lecture. La lecture, du fait de sa légèreté, peut contribuer donc à démonumentaliser le lieu culturel institutionnel. Et plus généralement, elle peut contribuer à faire hésiter la frontière entre lieu public et lieu privé. Elle peut par exemple privatiser le lieu public. Elle peut aussi, si vous me passez le néologisme, publiciser le lieu privé. Vous pouvez organiser une lecture dans votre salon. La lecture peut donc extérioriser l'intime comme elle peut intimiser l'extérieur. C'est ce que montre la peinture. Je pense ici à Chardin. Chardin qui a très bien peint le fait que dès qu'on ouvre un livre, on se ferme au monde en ouvrant un autre monde, parce que tout lecteur transporte avec lui son monde. Ce qui est sans doute une des raisons pour lesquelles le lien lecteur-auditoire, du fait de son intimité, est souvent pris comme une figure tacite du lien amoureux. Le dit
le dit figure vaut comme image du non-dit, et l'émotion exprimée dans l'acte de lecture, elle vaut comme image d'une toute autre émotion qui est les pensées. Je pense ici à cet acte de lecture très particulier qui a été mis en scène de façon géniale par Rostand dans le dernier acte de Cyrano de Bergerac, où Cyrano lit sa propre lettre, cessant de la lire tout en faisant mine de la lire, alors que le soir tombe et qu'il ne peut plus la lire, puisqu'il n'y a plus assez de lumière pour le faire, mais qu'il la récite ou la recompose ou la réécrit spontanément, de mémoire, si mémoire il y a, à plus de 10 ans de distance, puisque cette lettre est celle qu'il avait écrite anticipant sur sa propre mort, puis confiée à Christian, sur qui il a été retrouvé après la mort de son ami. Je développerai volontiers ce point, mais le temps nous presse. Mais donc passons tout de suite à cet autre phénomène intéressant de la lecture, la discordance entre ce que le texte énoncé dit et ce que suggère l'attitude de son lecteur, qui peut subvertir, ironiser, décadrer, souligner tel ou tel relief plus ou moins secrètement. Il peut suffire d'un silence, il peut suffire d'un soupir, d'un regard, mais là nous touchons déjà au théâtral. Et donc passons à la question quando. Quand est-ce qu'on lit ? On pourrait répondre pour le temps comme pour le lieu. La lecture s'accommode de n'importe quelle coordonnée d'espace et de temps, mais là je voudrais être plus précis en m'attardant sur le cas de l'Odéon. À l'Odéon, nous avons une programmation bis qui fait une très très large part à la lecture, qu'il a fait tout au long de la saison et plus ou moins en marge des spectacles. Et donc, pour répondre à la question quand, le plus intéressant ici, c'est que la lecture littéraire, la lecture de textes à valeur littéraire, elle intervient ou peut intervenir à l'Odéon dans quasiment toutes les manifestations de notre programmation bis. Alors un peu d'histoire, cette programmation bis, donc, qui est chapeautée par mon amie Marilène, qui vraiment aurait mérité d'être ici, et qui est une sorte de bibliothèque vivante depuis le temps qu'elle fait ça. Depuis 1996, cette programmation bis a eu différents noms. Elle s'est appelée les Carrefours de l'Odéon, puis avec l'arrivée d'Olivier Py, elle s'est appelée Présent composé. Avec l'arrivée de Luc Bondy, elle s'est appelée les Bibliothèques de l'Odéon. Et je vous réserve la primeur du prochain nom sous la direction de Stéphane Braunschweig. Ça va désormais s'appeler Décadrage. La question étant de savoir si nous mettons un S ou non, ou un S entre parenthèses à décadrage, mais ça va s'appeler comme cela. Personnellement, je serais partisan du pluriel pour décadrage, même du pluriel hésitant entre parenthèses. Ça nous permettrait en quelque sorte de mettre tous ces noms au pluriel, à l'exception de présent composé, mais présent composé, du fait de son seul nom, indique déjà, en l'occurrence, que cette programmation n'est pas unitaire, qu'elle travaille la variété, qu'elle assume la diversité et la pluralité des manifestations. Alors, cette formule de programmation bis, des carrefours de l'Odéon jusqu'à décadrage, aujourd'hui, est une formule qui se développe, qui prolonge une très ancienne tradition de la maison, qui n'a jamais été remise en cause par aucun de ses directeurs successifs. Alors, pourquoi cette programmation bis à l'Odéon ? Pourquoi ce souci de la lecture ? Je l'ai dit, je le répète, parce qu'à l'Odéon, nous avons le souci de faire du théâtre, de la maison théâtrale, autre chose qu'un théâtre spécialisé, quelque chose qui garde un lien, une institution qui garde un lien vivant avec ses origines grecques, avec l'agora, et faire du théâtre un lieu de réflexion partagée au-delà des spectacles. L'idée étant de former et de recruter, par la rencontre et par les lectures, un autre public. Alors d'une part, le public ordinaire, le public dit passif, le public qui est appelé à écouter, mais aussi à entendre et à élargir son écoute. Et par ailleurs, cet autre public que nous visons aussi, le public des spécialistes, des universitaires, des intellectuels, des autres artistes non spécialistes de théâtre qui sont invités à investir le théâtre pour y parler de choses et d'autres, éventuellement de théâtre, mais pas forcément, mais de façon à faire des spectacles non seulement un bien de consommation culturelle, mais une occasion de se rencontrer activement et de réfléchir autrement en rencontrant d'autres personnes.
Autrement dit, la lecture, les lectures, l'organisation de lecture nous sert à l'Odéon à faire en sorte que l'institution ne se referme pas trop sur ce qu'on appelle parfois le cercle, le petit ou le petit monde des théâtreux, si vous voulez. Le but serait même plutôt de casser ce cercle. On se sert du caractère inclassable, du caractère frontière, ambigu, amphibie de la pratique de la lecture, en quelque sorte, pour faire travailler l'institution sur ses bords et éviter que sa clôture se referme. Alors, logiquement, comme il s'agit de solliciter, d'ébranler l'institution et ses seuils, vous l'aurez compris, de même qu'on peut lire à tout moment dans la saison, on peut lire partout dans le théâtre. On peut lire dans notre grande salle, on peut lire dans notre seconde salle, Berthier, aux confins du 17e arrondissement et de la banlieue. On peut lire dans l'ex-Petit Odéon, ma langue fourche, je l'appelle toujours comme ça, mais il s'appelle aujourd'hui le salon Roger Blin. Il a une très longue histoire, de très belles lectures. Et nous organisons parfois aussi des lectures hors les murs avec des partenaires sous forme itinérante, et notamment par exemple avec le musée de la nature et de la chasse. Nous avons fait de très belles séances, ou avec les monuments nationaux. Bref, un tout petit peu partout. Et alors, qui peut lire à l'Odéon ? Des comédiens, bien sûr, mais aussi des philosophes, des sociologues, des psychanalystes, des critiques littéraires, des économistes, des journalistes, voire des scientifiques, comme Étienne Klein. Bref, des experts, des sommités, des pointures, des gens impressionnants, soit au titre de leur expertise, mais dans un autre cadre, justement, un cadre un peu bougé, une autre institution où leur parole ne sera pas cadrée par les normes institutionnelles en vigueur de leur spécialité ou de leur domaine, soit pour décaler leur expertise en les invitant à parler à partir du théâtre, autour du théâtre, mais d'autre chose, ou à faire parler le théâtre autrement et marquer que le théâtre peut être l'occasion de déclencher une réflexion. Par exemple, François de Singly, invité à venir lire Marivaux et parler de la conception du mariage chez Marivaux, mais en tant que sociologue de la famille. C'était passionnant. On invite même des metteurs en scène, figurez-vous, parfois. Mais généralement, quand on le fait, c'est pour qu'ils nous parlent d'autre chose que de théâtre. Et les metteurs en scène ont souvent cette habitude étrange de confier la lecture à d'autres qu'eux-mêmes. Voilà, c'est ce qu'on fait dans les scènes imaginaires dont je reparlerai peut-être. Si, mais je commence à en douter, j'en ai le temps. Alors, que lit-on à l'Odéon ? Quid ? Eh bien, autant de choix de textes et de genres de textes que de formules d'événements. Presque toutes les formules d'événements de notre programmation bis comprennent une part de lecture plus ou moins importante. Ça peut être une ponctuation, une respiration pendant une rencontre, ça peut être une lecture à laquelle la soirée entière est consacrée, ça peut être une lecture ponctuée de moments musicaux, ça peut être une soirée construite à partir d'un choix de texte, par exemple les scènes imaginaires auxquelles nous convions en partenariat avec France Culture des grands metteurs en scène. Exemple que j'ai ici, et que donc je ne dépouillerai pas, la trentaine de pages en laquelle, non 47 pages, pardon, 47 pages de la scène imaginaire Georges Lavaudan, dont le seul sommaire fait 2 pages, vous voyez. Alors, vous avez Le Château de Kafka lu par André Marcon et Pascal Rénéric, les notes de chevet de Sei Shonagon, une écrivain japonaise magnifique du haut Moyen-Âge, lu par Isabelle Adjani, du Borges lu par Ariel Garcia Valdés, du Cuzzi lu par Pascal Rénéric et Astrid Bass, un texte inédit de Marguerite Duras lu par Isabelle Adjani. Ça continue comme ça sur 11 numéros, le 10e étant un montage à partir de la Bérénice de Racine, lu à 2 voix par Isabelle Adjani et Ariel Garcia Valdés. Vous pouvez découvrir la soirée intégrale et la lecture de ces textes sur le site de France Culture, qui est notre partenaire. Donc si vous voulez entendre Isabelle Adjani lire en public pour la première fois Bérénice de Racine avec Ariel Garcia Valdés, qui est quand même pas mal comme partenaire de jeu, vous trouverez ça sur le site, vous tapez scène imaginaire au singulier, Georges Lavaudan, et vous pourrez écouter ça sur le site.
La soirée dure plus de 2 heures, donc sauf erreur, Bérénice se trouve vers 1h40, si ça vous intéresse. Mais il y a d'autres très 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 beaux textes. Alors, quelles sont les occasions de lecture? Alors, ça peut être un événement monocentré, unique, une occasion à saisir, par exemple une lecture, une soirée consacrée à Mahmoud Darwish. Ça peut être des inattendus, par exemple Christine Angot qui est venue le 4 mars à Berthier nous lire sa conférence à New York. Ça sera dans le même esprit le 14 juin une lecture de Josiane Balasco et Charles Berling intitulée Un corps de bataille autour de textes récemment publiés de Valérie Lang. Il peut s'agir d'occasions archivables ou non, répétables ou non, d'occasions publiques, semi-publiques ou confidentielles. Ça peut être des lectures fermées, par exemple les lectures mises en espace d'un mot découvert. Je ne sais pas si vous connaissez un mot découvert. Non, personne ne connaît un mot découvert. C'est une association de comédiens. C'est une très belle association de comédiens qui propose à des auteurs de lire à haute voix, en espace ou non, leur texte inédit soumis par l'auteur, pour éventuellement ensuite en discuter avec l'auteur et leur faire part de leurs propres impressions de premiers lecteurs et de premiers lecteurs professionnels, comédiens. À l'Odéon, nous accueillons ces lectures-là. Elles ne sont pas publiques, elles sont avant tout destinées aux auteurs. Et donc là, on a le cas particulier où vous avez plus de lecteurs que d'auditeurs dans la salle, si vous voulez. C'est le cas inverse, si vous voulez. Vous seriez en train de me lire le texte que j'ai écrit, je serais là en train de vous écouter, vous dire non, tiens, là c'est un passage un peu long, un peu trop long, je ferais mieux de le... C'est assez particulier comme dispositif. Et comme lecture très très publique, eh bien, par exemple, un exemple entre mille, mais que j'ai des raisons particulières de choisir, de mettre en exergue, avril 2009, la lecture de Coma de Guyotat par Patrice Chéreau dans notre grande salle. On peut lire des extraits, on peut lire des œuvres complètes. Les œuvres complètes, en principe, nous ne lisons à l'Odéon uniquement que dans le cas d'œuvres de théâtre. Là, nous avons mis en place un cycle qui s'appelle Dramaturgie européenne, au pluriel, où nous ne lisons que des œuvres inédites de textes de dramaturges allemands, 2 anglaises cette saison-ci, un allemand et un norvégien. On peut aussi construire un cycle spécifique autour d'un auteur ou d'un thème, par exemple Shakespeare en 2014, avec Dominique Gouas-Blanquet, Florence Nogrette, et comme lecteur, que vous saluerez de ma part cet après-midi, Jacques Bonafé. Autre exemple, autour d'un thème plutôt que d'un auteur, la série Exil avec Paula Jacques, coproduite avec France Inter. Alors là, dans Exil, autour de ce thème, de l'exil, du déracinement, du manque, on invitait un auteur vivant à évoquer un auteur disparu autour de lectures d'extraits de cet auteur, à savoir par exemple Stefan Zweig, Joseph Roth, Clarice Lispector, Marguerite Duras, Joseph Kessel, Conrad, Brecht, Gary, Borges, Bachelard, Solzhenitsyn, Casanova. On peut aussi proposer à des auteurs vivants de sélectionner un texte auquel ils tiennent et en lire des extraits pour ensuite discuter librement de leur choix et de leur amour de cet auteur au cours d'une rencontre improvisée. C'est comme ça que j'ai eu le plaisir de rencontrer par exemple Véronique Ovaldé qui est venue lire du Lewis Carroll et nous en parler, François Bégodeau qui est venu lire du Flaubert, c'était inattendu, qui nous en a parlé, et moins inattendu, mais non moins intéressant, Mathias Hénard qui est venu nous parler de Joseph Conrad. Actuellement, nous sommes là dans cette dernière série, nous avons rencontré à nouveau Ovaldé qui est venu parler de Roberto Bolaño dans le cadre de la mise en scène 2666 par Julien Gosselin. Jean-Charles Darmon, professeur universitaire, spécialiste du libertinage au XVIIe siècle, est venu nous parler de Don Juan et nous lire des passages de Don Juan, mais aussi du vrai Cyrano de Bergerac. Christine Angot n'est pas venue lire dans ce cadre-là, mais Sarah Stern, psychiatre et psychanalyste, est venue lire des textes autour du thème « Écrire sa mère, une mission impossible » à l'occasion de Un amour impossible de Christine Angot, mise en scène par Célie Pote
à l'Odéon. Et actuellement, vous savez qu'à l'Odéon, Stéphane Braunschweig présente sa première mise en scène, Soudain l'été dernier, de Tennessee Williams. Et à l'occasion de cette mise en scène, j'ai eu le plaisir d'accueillir Agnès de Sarthe, qui est venue lire des textes de Henry Roth, qu'elle nous a fait découvrir à cette occasion, et commenter ces textes de Henry Roth autour du thème « Dans l'engrenage de la vérité, dramaturgie de la révélation ». C'était passionnant. Elle devait lire du Nietzsche aussi, mais devinez ce qui est arrivé, nous avons débordé, elle n'en a pas eu le temps. Bon, vous voyez, les cycles sont très très riches. Je passe sur d'autres cycles comme les cycles animés par Marc Crépon de l'École normale supérieure, où l'on lit plutôt des textes philosophiques, mais aussi des textes littéraires. Je passe sur les scènes imaginaires que vous pouvez découvrir sur France Culture puisqu'elles sont enregistrées et diffusées. Je passe même sur notre cycle Livres à l'écoute, également avec France Culture, où par exemple ont été lus et mis en musique des passages de Veracruz d'Olivier Rollin ou du Grand Jeu de Céline Minard. Je saute à pieds joints par-dessus la section Comment lit-on à l'Odéon. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose de très surprenant de ce point de vue. Vous vous en doutez, la lecture présente l'avantage, dans une maison comme celle-là, de pouvoir être organisée très simplement. Vous n'avez même pas besoin de micro, vous avez juste besoin d'un lecteur et d'un texte finalement. Donc la lecture, matériellement, a cet avantage d'être légère, transportable, improvisable, extrêmement improvisable. Elle permet une grande réactivité, une grande souplesse. On peut organiser une lecture en 2 jours si on entend parler d'un écrivain qui passe et que nous voudrions inviter. Et alors esthétiquement, évidemment, cette souplesse de la lecture permet l'organisation de surprises, d'imprévus, de découvertes, d'inédits. Elle permet aussi une certaine proximité. Ce n'est pas qu'il y ait relâchement à proprement parler des contraintes d'écoute, mais ces contraintes sont différentes. Généralement, les lectures ont lieu dans des petites salles et devant un petit nombre de participants, ce qui invite à une certaine écoute intime ou en confiance. Prochainement, d'ailleurs, on va pousser l'expérience plus loin à l'Odéon. Nous allons organiser un cycle de lecture dans le noir, totalement dans le noir. Voilà. Là, vraiment, on sera totalement concentré sur le rapport d'écoute. La difficulté technique qu'on n'a pas encore résolue, c'est comment faire pour que le lecteur lise vraiment dans le noir et que ce ne soit pas de la récitation, mais vraiment, vraiment une lecture. On est en train d'y réfléchir, on va trouver. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la lecture, du fait qu'elle est improvisable, inanticipable, ça a quelque chose, si vous me passez l'oxymore, d'une rareté simple. C'est quelque chose, la lecture singularise le texte, la lecture est un événement, et du coup, la lecture permet une autre façon de se constituer en public. La lecture est une façon de permettre au public de se constituer comme tel, de façon particulière. C'est un point que je pourrais développer, mais je ne vais pas regarder ma montre une fois de plus, c'est inutile. Il y a en tout cas une autre construction de l'adresse dans la proximité et dans l'intimité. Il y a des cas particuliers à cet égard, et même mémorables. Quand un auteur se lit lui-même, ça provoque des effets particuliers. À l'Odéon, on l'a eu récemment avec Christine Angot. Quand un grand interprète lit un grand poète pratiquement inconnu, où on fait découvrir des textes quasiment inédits. Ariel Garcia Valdés lisant Stanislas Rodansky, vous pouvez découvrir ça sur France Culture, c'est absolument stupéfiant. Ou encore des grands interprètes autour d'une première fois, je vous l'avais déjà dit, quand Ariel Garcia Valdés et Isabelle Adjani ont lu ensemble des passages de Bérénice de Racine, c'était pour tous les deux la première fois qu'ils abordaient Racine, et c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Et j'en arrive enfin à cette question qui Alors, qui lit à part Isabelle Adjani et Ariel Garcia Valdés, qui peut lire? Eh bien, la réponse est toujours la même, vous l'aurez déjà anticipé. Tout le monde peut lire. Tout le monde. Un auteur peut lire son propre texte ou non, un comédien peut lire, un lecteur amateur peut lire, un enfant peut lire. Et il y a parfois des interférences et des interférences intéressantes. Un auteur qui lit un autre auteur, un auteur qui lit un texte de comédien.
des auteurs-lecteurs semi-amateurs lisant leurs propres textes, par exemple, toujours dans le cadre d'un cycle à l'Odéon, les détenus du centre pénitentiaire de Fresnes, sous la direction de Sylvie Nordem, qui écrivent leurs propres textes tout au long de l'année et qui viennent le lire mis en espace sur la scène de l'Odéon, généralement vers mai-juin. Donc, la qualification du lecteur, là aussi, est très brouillée et elle permet des brouillages. Elle permet aussi de contester la frontière entre professionnalisme et amateurisme. Cela étant, vous le savez, de reste, certains lecteurs sont meilleurs que d'autres. Même certains comédiens sont bons lecteurs et d'autres le sont nettement moins. Quelles sont les qualités d'un bon lecteur ? Vieille question. Je n'en sais trop rien. Il me semble peut-être que, toutes choses égales par ailleurs, les qualités d'un bon lecteur seraient peut-être celles d'un bon comédien, plus la capacité à jouer à vue des reliefs du texte et de la présence matérielle du texte. J'ai vu dans le travail qu'on appelle le travail de table avec des comédiens, j'ai vu de très très grands interprètes estropier les mots à première lecture de façon absolument épouvantable. J'ai découvert à cette occasion que l'une des émotions de la lecture est aussi celle de découvrir quelqu'un découvrant un texte. Il y a évidemment des lectures répétées, mais certaines ne le sont pas. Alors j'ai peut-être le temps quand même de vous donner quelques exemples. Alors un premier exemple, je vais vous donner 5 au plus. Et si vraiment la cloche sonne, j'en donnerai 4 ou 3 ou 2. En tout cas, le premier et le plus récent, c'est Claude Duparfait. Lisant Kafka, comme s'il s'agissait de petites fables, l'histoire du chat et de la souris, l'histoire du pont, Claude Duparfait jouait des glissements entre incarnation et narration. Tantôt il incarnait, tantôt il racontait, en s'appuyant beaucoup sur la prise à témoin de l'auditoire et en s'appuyant sur les pages elles-mêmes, en marquant d'un geste de la main et avec une mimique un peu surprise que ce qu'il disait là, ce n'était pas lui qui l'inventait, mais que c'était écrit là, et qu'il fallait bien distinguer entre ce qu'il disait, ce n'était pas de sa faute, et ce qui était écrit. Il a aussi lu un passage dans ce scène imaginaire de Braunschweig de W ou le souvenir d'enfance de Perec. Il a commencé par une description des athlètes, entre guillemets, des athlètes qui semblaient participer à on ne sait quels Jeux olympiques. Et peu à peu, alors qu'il avait commencé sur un ton plutôt enjoué, presque léger, très progressivement, sa voix prenait des couleurs plus graves, son œil devenait plus inquiet, à mesure que, pour lui et pour nous, l'image sous-jacente se précisait et que le camp de concentration devienne la référence dominante, visible, qui recouvrait celle aux Jeux olympiques. C'était une lecture formidable. Deuxième exemple, une bonne lectrice, cette fois-ci, Christine Angot. Elle est venue nous lire dans un dispositif très simple à l'Odéon, à la limite de la mise en scène, dans le décor initial de son adaptation de L'amour impossible, mise en scène par Célie Pote. Elle est entrée dans l'axe, par le lointain, elle est venue s'asseoir à une table qui ressemblait assez à celle-ci. D'ailleurs, du formica blanc, 4 pattes d'acier qui laissaient voir ses jambes. Le texte était imprimé comme celui-ci sur des feuilles A4 qui étaient posées à même la table. Le texte était Conférence à New York, qui a été prononcé, comme son nom l'indique, pour la première fois aux États-Unis et a été écrit spécialement pour la circonstance. Paru d'abord dans la revue de la NRF, puis dans l'annexe de l'édition de poche de son roman. C'est un très très beau texte à la première personne, une autoconférence, de même qu'on parle d'autofiction, on pourrait parler d'autoconférence, puisqu'il y a question de l'écriture du roman, de ses implications, des difficultés qu'a rencontrées Christine Angot pour cerger son sujet, les fausses pistes, les faux départs, et finalement le déclenchement de l'écriture. Le sujet de la conférence étant ses rapports avec sa mère, ce que c'est avoir une mère, je la cite, mais du point de vue de l'écrivain. Comment écrit-on ce que c'est avoir une mère ? Alors pourquoi est-elle une bonne lectrice ? Il y a d'abord l'intensité de sa présence et de son regard, si particulier, que vous connaissez certainement, une très forte prise en compte de la présence de l'auditoire et la sûreté, la netteté précise, presque sèche, des gestes et de la diction. Elle a un rythme de lecture particulier, une scansion par noyau bref
de 5 à 8 syllabes environ, assez inattendue, sans aucune emphase. C'est une lecture à plat, soulignée par les gestes des mains qui reviennent souvent se poser sur la table, comme pour affirmer de part et d'autre des pages. Et comme il était question de difficulté d'écriture, nous, auditoires, nous projetons évidemment la table de l'écrivain, nous projetons les pages blanches sur ces pages visibles qu'elle tient sous les yeux, mais il n'y a en fait aucun faux semblant, et au moment où sa solution d'écriture est trouvée, où l'écriture commence, et où Christian Hugo commence à nous lire les premières pages de son roman, qui se déclenche, les mains se décollent de la table, se retournent paume vers le haut, les bras s'écartent du corps, comme pour laisser enfin s'échapper vers nous le texte naissant qu'elle commence à lire, et qui marque en fait la fin de sa conférence. Lecture un peu paradoxale donc, qui s'achève au moment où le vrai texte commence. Troisième exemple de bon lecteur, ce n'est pas un crescendo, Patrice Chéreau. Encore un autre type de lecteur, un peu coquet parfois. À l'Odéon, puis un peu partout en Europe, il a lu par exemple du Dostoïevski, les mémoires écrits dans un souterrain, dans la traduction d'André Markovitch. La dernière fois, c'était un montage de Chaos de Pierre Guyotat qu'il est venu lire à l'Odéon, sur le plateau nu de la grande salle. Pourquoi coquet? Il l'a fait comme s'il n'y avait rien. Bien entendu, il y avait quelque chose. Le plateau était nu, la cage de scène était vide, mais il y avait quelque chose, il y avait de la lumière. Une lumière extrêmement travaillée. Des projecteurs accrochés dans la cage de scène, dans les cintres, au-dessus des perches, qui projetaient leur ombre sur les murs de béton latéraux à jardin, ce qui rayait d'ombre les murs de béton, comme si nous étions dans une cave, et qu'il y avait là-bas, très très haut, un soupirail qui aurait laissé filtrer la lumière d'un réverbère. Et puis, comme souvent chez Chéreau, il y avait une chaise de bois, brun, verni, tout à fait ordinaire, et Patrice Chéreau pouvait s'en servir pour fixer un axe, un repère de mouvement autour duquel il pouvait tourner, qu'il pouvait transporter à volonté en tout point du plateau. On était vraiment là à 2 doigts de la mise en scène, déjà. Très dépouillé, mais mise en scène quand même. Cela dit, c'était une lecture, puisque, j'avais commencé par là, l'accessoire principal de cette mise en scène, c'était la brochure. La brochure, car Patrice Chéreau ne lisait pas dans un livre, il lisait dans une brochure. Cela tenait sans doute d'abord à ce que le texte était toujours monté, coupé, trituré par Chéreau, adapté. Donc pour éviter d'avoir à sauter d'un point à l'autre, à se perdre dans les feuilletages, etc., il faisait retaper tout son montage, dactylographier au propre, comme on dit. Mais surtout, et je pèse mes mots, la brochure devenait un accessoire très actif, presque un partenaire de jeu. Il l'empoignait, la promenait avec lui, il la rouvrait, la martyrisait, la pliait en deux, lui cassait le dos. Bref, il jouait physiquement de son rapport et de ses variations de proximité avec le texte. Il nous prenait à témoin de son rapport physique avec le texte écrit. Et le représentant matériel de ce texte, à savoir la brochure, devenait quasiment un interlocuteur. Quelle différence entre livre et brochure d'ailleurs? C'est difficile à préciser, mais quand on fait du théâtre, on sait que la brochure est un élément de travail très important. Le livre, c'est un document, c'est une référence, un objet qu'on peut s'approprier, mais qui reste à la fois respectable et un peu impersonnel. Alors que la brochure, on y prend sans cesse des notes, on y fait des petits dessins, on y fait des schémas. La brochure est couturée, elle porte les traces du travail d'assimilation et de mémorisation qu'on effectue à la table. Rien qu'en brandissant sa brochure, Chéreau signait en quelque sorte le devenir théâtre ou la théâtralité virtuelle de sa lecture. Et pour être tout à fait théâtral, à vrai dire, à la fin, il fit applaudir l'auteur Pierre Guyotat qui se tenait caché dans la coulisse à court. Quatrième, avant-dernier exemple de lecteur, de bonne lectrice, la transition avec Patrice Chéreau est toute trouvée, c'est Dominique Blanc. On s'en rend moins compte que Dominique Blanc est une très grande lectrice pour une raison simple, c'est qu'elle est aussi une très bonne comédienne, n'est-ce pas? Et avec elle, la brochure finit souvent par être oubliée en route. Là, je pense à La douleur de Marguerite Duras, un montage du texte qu'elle avait mis au point avec son cher ami Patrice Chéreau, qu'il avait dirigé dans cette lecture, dans une sobriété analogue à celle que j'ai décrite pour Chaos ou Mémoire écrite dans un souterrain. Une table devant un bureau de profil, mais la lecture a été tellement habitée, investie, assimilée, qu'elle a fini par basculer dans la pure interprétation et la brochure, intériorisée, est devenue invisible et a été oubliée par la comédienne et par son public. La lecture est devenue un spectacle. Est-ce que j'ai le temps de me lancer dans une digression? Non, hein? Alors je saute la digression. Je vous en donne simplement la conclusion.
La conclusion de cette digression est la suivante. Dans la rhétorique antique, on distinguait entre invention, disposition, élocution, mémoire et action. Ce travail de la rhétorique antique vous amenait en fait à faire disparaître la brochure dans votre mémoire pour pouvoir ensuite non pas lire, mais jouer et adresser le texte. Si vous étiez orateur, si vous étiez un orateur digne de ce nom et selon le cœur de Cicéron. Autrement dit, la lectura, la lectio, telle que je la décris ici, telle que j'en décris les pratiques à l'Odéon, finalement, elle s'insérerait dans le schéma rhétorique antique exactement à la place de la memoria. Voilà. Dominique, c'est une lectrice, si vous voulez, chez qui la memoria est tellement investie affectivement et émotionnellement qu'elle finit toujours par dévorer cette place possible de la lecture, de la lectio. Quand Dominique travaille, elle commence par l'invention, la disposition, l'élocution, et là le travail d'appropriation intime du texte qu'elle effectue est tellement fort que généralement elle est déjà dans la mémoire et elle passe à l'action, et la lecture se fait dévorer très très vite. Quand elle fait des lectures, ça tient 2-3 séances et après elle a tout de suite envie d'en faire un spectacle. C'est comme ça qu'est née La Douleur, qui était un très très beau travail, mais qui a justement quitté le domaine de la lecture. Dernier exemple, que je ne couperai pas, que je vous infligerai, car il me sert de conclusion, c'est Agnès de Sarthe. Je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Une fois en Arles, elle m'avait promis qu'elle m'aiderait pour une carte blanche où j'avais été invité, et elle a tenu parole, au débeauté. Quand je lui ai demandé de me rejoindre en scène, comme ici, pour lire à deux un poème de Walt Whitman, elle l'a fait, et elle l'a lu à vue. Elle l'a lu en anglais, à vue. Moi, je me chargeais de la traduction. Et ce qui était beau, c'était ce danger, cette non-préparation. Elle ne s'était pas préparée, elle ne s'attendait pas à ça. Elle avait juste promis qu'elle m'aiderait en cas de nécessité. J'ai fait appel à elle, elle est venue et elle a pris ce risque. Ce risque était sensible et ça mettait en relief la spontanéité du jaillissement de la langue de Whitman. C'est ça qui était beau. Si on prépare trop une lecture de Whitman, des fois on risque de tomber dans une certaine forme de déclamation emphatique. Enfin, c'est le piège qu'il peut vous tendre. Là, elle était sur le fil et ce fil mettait en relief l'acuité de l'écriture de Whitman, de même que sa générosité de lectrice redoublait de façon sensible la générosité du poète. Vous me direz, là, cette générosité, cette façon d'accepter le risque, ce ne sont pas spécifiquement des qualités de lectrice, mais de personne. Là, je pense que la distinction est spécieuse. Pourquoi est-ce qu'une lectrice ne pourrait pas être une bonne lectrice pour ces raisons-là? Et de toute façon, j'ai d'autres preuves de ces qualités de lectrice, qui sont plus techniques, si vous voulez. En l'occurrence, à la Maison d'art et d'histoire du judaïsme, elle a lu des passages de son très beau livre sur René Urtrager, le pianiste de jazz, qui s'appelle Le Roi René. C'est un livre qui est plus qu'une simple biographie et sa lecture était plus qu'un simple hommage au roi René. Elle n'a pas fait que lire. En fait, on s'attendait à une lecture et surprise, première surprise, au plateau, il y avait aussi le pianiste qui était là derrière un piano. Elle a commencé à lire, alors on se disait dans le public, bon, elle va sans doute faire ponctuer sa lecture de quelques moments musicaux, comme il arrive. En fait, elle a fait plus que ça. Elle a ponctué sa lecture de chant. Cette femme au plateau, tout d'un coup, s'est mise à chanter du jazz. Surprise totale. Et la moindre des surprises n'étant pas qu'elle ne chantait pas mal du tout. Et là, ce que j'ai ressenti, c'était comme une leçon. La seule façon de faire certains cadeaux, c'est de les faire, même si les offrir peut être un risque, car elle ne chantait pas pour elle-même, mais pour lui et avec lui. Il l'accompagnait au piano. De même, peut-être que quand on lit, on ne lit pas seulement un auteur, on lit avec lui. Et bien entendu, c'est tout un art que de savoir ou d'oser montrer qu'on est avec l'artiste. Merci.